Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous. Après 3 ans de crise anglophone et 20 mois d'affrontements armés entre les groupes séparatistes et les forces de défense et de sécurité, près de 1850 morts ont été enregistrés sur le théâtre de la crise anglophone selon International Crisis Group. Ces chiffres effroyables ont fait la une du quotidien Mutation. Selon cette ONG internationale, il n'existe aucun dialogue entre séparatistes et le pouvoir de Yaoundé. Leur intransigeance risque de provoquer une nouvelle escalade de violences meurtrières, la multiplication des violations des droits de l'homme et l'aggravation de la situation humanitaire. Selon le journal The Guardian Post, International Crisis Group appelle la communauté internationale à maintenir une plus grande pression sur le gouvernement camerounais et les séparatistes afin que les deux parties fassent des concessions pour mettre un terme à ce conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le journal La Nouvelle Expression qui note que le chairman du SDF, victime d'un enlèvement, a dénoncé dans les colonnes de ce journal et ceux du Messager l'indifférence du président de la République à propos de ses propositions visant à sortir de la crise anglophone. L'ex-président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Cléda, est allé plus loin en accusant ouvertement le gouvernement d'être à l'origine des blocages dans la recherche des solutions pour mettre fin à la crise anglophone. Alors que le pouvoir de Yaoundé est sous le feu nourri des critiques, Cameroun Tribune affirme que le chef de l'État et le gouvernement jouent plutôt la transparence en ouvrant les portes de Yaoundé à la haut-commissaire des Nations Unies en charge des droits de l'homme. Paul Biya et Michel Bachelet ont discuté à la fois de la situation sécuritaire, des questions de paix et de développement et la situation humanitaire dans les régions anglophones et dans d'autres régions du Cameroun. À peine cette rencontre s'est-elle achevée que tous les regards sont tournés vers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon l'agence France Presse et Jeune Afrique, c'est à l'initiative des États-Unis que le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage d'examiner lors d'une réunion informelle la situation humanitaire au Cameroun, un pays secoué par une crise anglophone, des défis sécuritaires, des crises politiques et une crise économique. Au regard de l'enlisement de cette crise anglophone, comment expliquer un tel bilan humain? Quels sont les principaux blocages dans la recherche des solutions à cette crise anglophone? Ces questions se posent avec acuité à 2 semaines de la fête nationale de l'unité, à l'heure où les fissures se multiplient sous le ciment de la cohésion sociale. Que faut-il faire pour sauver le Cameroun et préserver la diversité culturelle et son vivre ensemble? Comment construire une véritable nation démocratique dans un contexte sociopolitique très tendu? Ces problématiques majeures de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir à la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau le professeur Pascal Charlemagne Musanga Nyamding. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Vous êtes, et bonjour aussi à tous les copanélistes. Vous êtes universitaire, politologue, oui, membre titulaire du comité central du RDPC. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et le deuxième invité sur ce plateau de droit de réponse est Angelbert Lebon-Dachua. Angelbert, bonjour. Bonjour M. Mouffelet et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, il est éditorialiste, consultant sur droit de réponse. Avec nous, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour M. Mouffelet, je salue tous les copanélistes et j'adresse mon salut fraternel et amical aux centaines de millions de téléspectateurs de cette émission. Également présent ce dimanche sur le plateau de droit de réponse, j'annonce la présence de Serge Sora, analyste politique, UPCiste dans l'âme,
Également, Maître Lavoisier Tsapi, qui fait son entrée, avocat au barreau du Cameroun et cadre politique du SDF. D'entrée de jeu, messieurs, évoquons ce bilan humain après 20 mois d'affrontement sur le théâtre de la crise anglophone. Avec vous, Engelbert Lebon-Dachua, 1850 morts en 20 mois d'affrontement. C'est le bilan que dresse International Crisis Group concernant ces violences meurtrières observées dans les régions anglophones. Quel regard portez-vous sur ce bilan? Quand on entend des chiffres comme cela, on se demande si on est en train de parler évidemment d'êtres humains. Il s'agit de 1850 Camerounais qui sont morts et qui vont d'ailleurs continuer à tomber si le gouvernement s'entête dans la solution qu'elle a adoptée pour résoudre la crise anglophone actuelle. C'est un véritable désastre. On peut le dire. Et lorsque l'on voit comment nos dirigeants se comportent face à ce désastre, on a bien peur. Et comme vous l'aviez d'ailleurs annoncé d'entrée de jeu, on a bien peur que cette situation s'enlise et que d'ici un très court moment, qu'on assiste à des chiffres encore plus graves que cela. Et l'analyste Joseph Leyangula estime qu'en 20 mois, la crise anglophone qui s'est installée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a généré le même nombre de victimes civiles et militaires que le conflit Boko Haram en 4 ans. Professeur Msanga Nyamding, sur ces chiffres de International Crisis Group, 1850 morts après 20 mois d'affrontement entre les forces de sécurité et de défense et ces groupes séparatistes. Selon plusieurs experts, cela fait le même nombre de civils et militaires tués en 4 ans à l'extrême nord durant la guerre contre Boko Haram. Quelle est votre analyse? C'est choquant, c'est gênant et c'est de la consternation dans le cœur des patriotes. Personne ne peut accepter ça. Et nulle part dans le monde, on a vu de telles choses se réaliser. Mais ce qui serait encore intéressant pour vos téléspectateurs, disons nos téléspectateurs, c'est de nous poser la question pourquoi cela? Qui est derrière cela? Et très rapidement, j'ai identifié 4 causes. La première cause, et ce qui me surprend quand j'écoute le représentant du SDF malheureusement... Du MRC qui s'est exprimé tout à l'heure. Lui, il est du MRC. Je vous en prie, effectivement. Bien, c'est vrai que le SDF est encore plus pondéré que le MRC aujourd'hui. Il faut le dire d'entrée de jeu, il a ignoré qu'aujourd'hui, il y a des terroristes qui sont pourchassés par le FBI à travers l'action d'un grand avocat camerounais, et personne n'en parle, très peu de médias, peut-être vous nous donnez l'occasion d'en parler aujourd'hui, Maître Emmanuel Salah, qui a identifié des terroristes qui entretiennent cette escalade. Premier enjeu, l'émergence du terrorisme. Je peux vous citer des personnalités comme Eric Tato, bien connu, ou encore il y a un autre terroriste qui vit en Norvège et qui s'appelle Ayabacho Lucas, bien identifié. On peut encore citer bien d'autres terroristes qui ont été identifiés et qui doivent être pourchassés pour qu'on arrête ces morts. C'est important de le dire. Ou Christophe Hainaut. Deuxième élément, ça aussi, il faut le dire, le gouvernement, oui, je peux vous rejoindre là-dessus. Parce que dans une démocratie, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de la vie et de la mort des citoyens. C'est-à-dire, quand il y a des victoires, on nous dit le gouvernement. Et sur ce point, je pense effectivement que un dialogue inclusif est nécessaire. Vous savez, dans mon parti, et je pense que c'est l'option du président Paul Biya qui est mon maître politique, certains résistent et ne veulent pas qu'on aille loin dès le début de cette crise. Je vous cite un seul camarade. Nous parlerons, je vous en prie, avant qu'on y arrive aux différents blocages par rapport au dialogue, évoquons d'abord ce bilan humain quand même qui suscite des interrogations. Avec vous, Serge Soran, l'analyse de l'évolution de ce cycle de violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, International Crisis Group parle de 1850 morts après 20 mois d'affrontements entre séparatistes et les forces armées camerounaises. Quel regard portez-vous sur ce bilan humain?
Évidemment, pour un patriote et quelqu'un qui aspire à un grand destin pour son pays, parce que UPCiste, c'est dramatique. Mais le problème n'est pas là. Parce que vous savez, en communication de conflit, les chiffres sont à prendre avec les pincettes, même s'il n'y avait qu'un seul mort. Parce que quand on dit 1000, c'est là que ça semble intéresser les Camerounais. Je me souviens sur un de vos plateaux en 2017, je disais déjà que la plus grosse crise qui menace le Cameroun, c'est l'implosion sociale et la guerre civile. Et nous avions été interpellés pour ça par les camarades de mon aîné très respectueux, le professeur Sanga Nyamdi, qui sont les premiers responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Parce que la crise anglophone, ce n'est pas l'effet de succession de prétextes qui est le vrai problème. C'est la crise de la gestion de l'indépendance du Cameroun. Il faut poser le problème là où cela se mérite. C'est pour ça que ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu que ce soit les organisations internationales qui sont l'une des causes de ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui. L'ONU et International Crisis Group, ce sont eux qui ont empêché aux Camerounais de résoudre leurs problèmes dès l'indépendance, tel que cela avait été conçu, c'est-à-dire la réunification d'abord et après l'indépendance. Moi, je m'en vais vous rappeler une chose importante. Les Camerounais qu'on accuse aujourd'hui de demander la fédération ou la sécession ne peuvent pas le faire. Parce que c'est eux qui ont choisi librement de venir rejoindre le Cameroun oriental. Ça a été un choix délibéré. Il faut le rappeler parce que c'est un phénomène historique, un fait historique connu. Et qu'on essaye, parce que chez nous, l'histoire semble à commencer avec ceux qui sont au pouvoir. L'histoire n'a pas commencé avec eux. Quand je vois Chief Moukete se lever et se fâcher, ça me fait très mal au cœur. Parce que voilà les gens qui avaient choisi librement de venir rejoindre leurs frères pour qu'on fasse une seule république. Fédérale, certes, qui pouvait évoluer sous d'autres formes. Parce que quand on voit ce qui s'est passé au Nigeria dans la fédération, et quand on voit les aspirations unitaires de l'Afrique, on peut dire qu'il faut ouvrir le débat dessus sans avoir peur. Parce qu'on peut résoudre le problème. Mais je dis, ces chiffres, on ne peut pas les tolérer. 98 morts par mois, 3 morts par jour, c'est pas possible. Il ne faut pas l'accepter, il faut l'arrêter. Même un seul mort par jour, ce n'est plus normal. Maintenant, quelles sont les solutions? Ce serait une autre question. Justement, mais nous en parlerons dans cette émission. Il faut qu'on s'entende d'abord qu'il faut arrêter la saignée. Parce que ceux qui disent à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest de prendre des armes les trompent. Ils veulent simplement être des dirigeants de pays qu'ils vont mettre au service de la conspiration qui exploite l'Afrique. Ils ne veulent pas créer un État qui va être au service des Africains. Parce qu'ils ne sont pas à leur place, exactement comme ceux qui nous dirigent ne sont pas à leur place. Et dans ce rapport d'International Crisis Group, cette ONG fait savoir que le conflit dans les régions anglophones du Cameroun déborde déjà dans les régions francophones. Une vingtaine d'attaques et d'incendies ont eu lieu dans les départements de la Menoie, les Bamboutos, le Noun et dans le département du Mungo, un bilan qui fait état d'une quinzaine de morts et d'importants dégâts matériels. Sur ce plateau, avec nous, Maître Lavoisier Tchapi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. La région de l'Ouest, d'où vous venez, qui vit déjà au rythme de multiples attaques venant de ces groupes armés des régions en proie à des violences meurtrières depuis près de 3 ans. Comment vous le vivez lorsque vous voyez ce bilan humain et lorsque la région de l'Ouest, elle, déjà subit ces différentes attaques? Merci Cédric et bonjour aux copanélistes. La situation anglophone, dans les zones anglophones, est en train de dépasser toutes les limites. Parce que hier, je dis hier, un greffier originaire de Bengui, chez le village des bâtonniers Bernard et Akremouna, un greffier originaire de ce village, nous sommes à 30 km de Bamenda, est décédé à Bafoussam. Et malheureusement a été enterré à Bafoussam. J'étais aux obsèques hier de ce greffier, parce qu'il n'y a pas moyen de l'enterrer, d'aller chez lui dans son village et de l'enterrer là-bas. Il en est de même, je vous évoque un cas d'hier à Bafoussam. Il en est de même de plusieurs anglophones qui sont décédés dans les régions de l'ouest, du littoral, du centre, et dont on est incapable d'amener les dépouilles dans leurs villages respectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation a tellement dégénéré dans le sud-ouest et le nord-ouest, au point où les ressortissants de ces régions ne peuvent même plus être enterrés chez eux. Ce qui est extrêmement grave.
Lorsqu'un ministre du gouvernement vous dit que la situation est sous contrôle, vraiment ça fait rire. C'est bien facile de rester à Douala, à Yaoundé, de dire que la situation est sous contrôle là-bas. Donc, lorsqu'on évoque le chiffre de 1800 et poussière de personnes qui sont décédées, je dis que c'est des morts voulus par le gouvernement. Et je vais m'étendre là-dessus tout à l'heure. C'est des morts qui arrivent, les anglophones sont amenés à prendre les armes à la suite des frustrations inacceptables dont ils sont victimes. Et dont le professeur Messagagne me dit, c'est ce que vous enseignez à l'IRIC, vous deviez enseigner ça à vos étudiants. Comment est-ce que, à partir de 1961, si vous donnez l'occasion, on va revenir dessus, comment les anglophones ont été floués? Comment John Gu Foncha, en 1990, quand il démissionne de son poste de vice-président du RDPC, où on l'avait confiné après l'avoir enlevé comme vice-président du Cameroun, comment John Gu Foncha a attiré l'attention du gouvernement pour dire, si vous ne prenez pas garde, il y aura la guerre. Moi, je ne veux pas que mon peuple arrive à la guerre, parce que les problèmes des anglophones, il faut les résoudre. On ne les a jamais résolus. Et d'ailleurs, tout à l'heure, si vous le permettez, je vais vous donner un aperçu de la situation sécuritaire dans le sud-ouest et le nord-ouest, où les bandes criminelles et les milices séparatistes se partagent le terrain, au vu au sud du gouvernement qui ne veut rien faire pour arrêter cela. Donc moi, je pense que c'est bien beau de se tenir sur un plateau comme ça et de dire que les anglophones ont rejoint volontairement. Ils ont rejoint volontairement. Et qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on maintienne la culture anglophone, pour qu'on maintienne leurs droits? Il ne faut pas oublier que avant 1960, il y avait deux États distincts. Deux États, avec leurs institutions et tout et tout. Ils sont venus avec leur État. Et qu'est-ce que vous avez fait pour que cet État soit préservé? Pour que cette culture soit préservée? On y reviendra. Et mais je dis que, justement, ces morts-là, c'est des morts de trop. En 2016, le président national du SDF, le Tchemanji Dofrundi, est descendu sur le terrain avec tous les sénateurs, tous les députés, tous les maires SDF, est descendu sur le terrain dans le sud-ouest et le nord-ouest pour attirer l'attention du gouvernement de ce qu'il y a une cause anglophone à défendre. Il y a un problème anglophone à régler. Et si nous, sur ce plateau, on nie qu'il n'y a pas de problème anglophone, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il y a un problème anglophone que tout le monde connaît et dont personne ne veut favoriser la solution. Ça ne sert à rien de se tenir ici et de dire il y a des morts, il y a des morts. C'est voulu. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les solutions qu'il faut pour régler le problème anglophone? Le gouvernement a pris des solutions factices. Justement, on parlera de ces solutions. Le problème anglophone ne se résout pas. Le problème anglophone ne se résout pas aux enseignants et aux avocats, non. On en parlera dans cette émission, si vous me permettez. Au-delà de ce bilan humain, il y a l'assistance humanitaire aux déplacés qui, selon les Nations Unies, est en deçà des besoins estimés jusqu'ici, entre sous-financement, difficulté d'accès aux zones où se trouvent ces populations déplacées et risques sécuritaires. Edmond Kambia, sur la situation humanitaire qui s'aggrave après 3 ans de crise anglophone, 20 mois d'affrontements armés, la situation est loin d'être réluisante au moment où la haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies a séjourné au Cameroun pour discuter avec le gouvernement, l'opposition et la société civile sur la situation humanitaire et politique du Cameroun. Effectivement, M. Nofeli, je vais commencer par dire que le nombre de morts enregistrés et rendus publics par International Crisis Group, c'est un nombre de morts enregistrés, répertoriés, établis, archivés à un moment précis. Il est possible qu'il y ait d'autres morts pendant la même période qui n'aient pas pu être enregistrés. Donc, il faut prendre avec, j'allais dire, avec beaucoup de hauteur, ou alors avec du sérieux, certes, mais imaginez la possibilité qu'il y ait eu plus de morts que les 1850 morts annoncés. Ça, c'est dingue. Parce que ça, c'est l'opinion de l'ONG International Crisis Group. Il y a d'autres ONG, il y a même l'État du Cameroun qui, me semble-t-il, n'a pas encore donné son nombre de morts officiels. Donc, on va assister à une bataille de chiffres. On va assister à une bataille de chiffres. Mais je dis, selon les informations que nous avons, il est possible qu'il y ait eu plus de morts que les 1850 morts. Ça, il fallait le dire.
Maintenant, par rapport à la situation humanitaire à travers le pays et notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il faut dire que cette situation laisse à désirer. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de débats sur ce plateau d'ailleurs par rapport au plan d'urgence d'assistance humanitaire du gouvernement qui a démarré, mais dont on ne peut pas, malgré tout ce qui a été dit par les autorités politiques sur l'état d'avancement d'assistance auprès des personnes déplacées, sur le terrain, on constate que la situation est plus grave. La situation humanitaire est plus grave que ce qui est dit de manière officielle. C'est la raison pour laquelle les institutions internationales, notamment, il faut se rappeler, l'Union européenne dans son communiqué et le Parlement européen dans sa résolution, avaient souhaité qu'il y ait un accès de l'ONU, notamment, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour pouvoir apprécier, évaluer de manière exacte la situation humanitaire des personnes qui s'y trouvent et des personnes déplacées pour pouvoir leur apporter l'aide nécessaire. Et nous pensons que la visite au Cameroun pendant ces derniers jours de Madame le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU aura permis à cette autorité habilitée à dire le dernier mot en matière de droits de l'homme au sein du système des Nations Unies, parce qu'il faut le dire, au terme de sa visite, elle va faire un double rapport au secrétaire général de l'ONU, et ensuite, également, il y a un rapport qui parviendra au Conseil de sécurité, qui, en son temps, et on en parlera probablement sur ce plateau, va se réunir pour débattre de la situation et de la crise anglophone, et des droits de l'homme en général, et de la situation sociopolitique au Cameroun. Il y a donc nécessité d'améliorer la situation humanitaire des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Celles qui sont restées sur place, les plus de 537 000 qui se sont déplacés à travers les régions du Cameroun, qui sont de plus en plus touchées, et vous l'avez dit, M. Noufele, en rendant compte du rapport d'International Crisis Group, que la province du littoral, ou la région du littoral est concernée, la région de l'Ouest est concernée, à travers plusieurs départements où il y a des exactions, des sécessionnistes, où il y a des blessés, où il y a des dégâts matériels et socio-économiques, où il y a même déjà des morts. C'est la raison pour laquelle il va falloir prendre toutes ces questions-là avec beaucoup plus de sérieux. Alors les Camerounais s'interrogent comment comprendre qu'après 3 ans de crise anglophone, les voies du dialogue n'ont pas encore été explorées. Selon International Crisis Group, les séparatistes et Yaoundé refusent de dialoguer. Engelbert Lebon d'Achua, pour vous, quels sont les blocages dans la recherche des solutions visant à mettre un terme à cette crise anglophone au regard de son bilan humain, du désastre humanitaire, désastre économique qui impacte sur tout le pays? Alors, c'est quoi les blocages? Je pense que on peut aller commencer à trouver les premiers éléments de réponse dans ce que M. Messanga Nyamni a dit tout à l'heure. On parle de mort, on parle d'une crise, d'une guerre qui sévit, et il nous parle de FBI et puis de je sais pas moi trop quoi. Non, au RDPC, on a l'habitude, au lieu de traiter les causes, on s'attaque aux conséquences. Et je pense que c'est Maître Tsapi qui l'a si bien évoqué tout à l'heure en parlant de la cause du problème anglophone. Le problème anglophone vient d'une frustration de ce peuple. C'est-à-dire que on est dans un pays où on a un chef d'État qui, en 36 ans, fait 36 discours à la nation le 31 décembre, 36 discours en français. On a un chef d'État qui, en 36 ans, s'est adressé 36 fois sa jeunesse, c'est-à-dire le fait de lance, et ces 36 discours sont en français. On est dans un pays où, quand on vous dit qu'on a un lycée bilingue, vous arrivez dans ce lycée bilingue, il y a une section francophone et une section anglophone séparées par une barrière. Donc, ça veut dire que voilà des gens avec qui on a décidé de vivre ensemble, avec qui on a passé un gentleman agreement, qui, à un moment donné, se sentent floués. Au début de la crise, quand mon ami l'honorable SDF Joseph Wirba disait « When injustice becomes a law, resistance becomes a duty ». Quand on a dit ça, on a compris la crise anglophone. Alors, pour résoudre la crise anglophone aujourd'hui, il n'y a pas un autre choix que de dialoguer. Ça bloque justement parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays dictatorial. En dictature, on ne dialogue pas.
C'est leur façon de faire. On ne dialogue pas, on réprime. Parce que pour eux, ils sont toujours les seuls à avoir raison. Ils n'ont jamais pensé un seul instant qu'ils se sont trompés, qu'il faille s'asseoir avec le vis-à-vis, discuter et voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Donc, blocage, je suis bien fondé de vous dire que le blocage aujourd'hui vient de nos gouvernants. Parce que tout le monde, le MRC, depuis 2016, depuis le début de cette crise, a dit comment est-ce qu'il fallait procéder pour en sortir. 1. Le dialogue. Un dialogue inclusif. 2. La libération sans condition de tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Mais, au lieu de le faire, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la DPC a mis en place? On a mis une commission de multiculturalisme, on ne sait pas trop à quoi, quel est l'effet que cela peut, une telle commission peut avoir dans la résolution de la crise. On allait créer des commissions de désarmement, de réintégration. On demande aux gens de déposer les armes. Vous demandez à quelqu'un de déposer les armes. Vous lui avez dit quoi pour qu'il dépose les armes? Vous lui avez dit quoi? Il dépose les armes au nom de quoi? Donc il était là en balade, il a pris les armes pour se balader. Et une fois donc qu'il a fini sa balade, il dépose les armes, il rentre où il vient. Soyons sérieux. Rien n'empêche à ce gouvernement de dialoguer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait 30 000 morts? Ils veulent qu'il y ait 3 millions de déplacés? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et à ce sujet, Angèle Baird, International Crisis Group estime que la répression et l'intransigeance constituent le fil directeur de la réponse du gouvernement à la crise anglophone. Avec vos professeurs, M. Anga Nyanding, le gouvernement trop intransigeant et toujours dans la répression pour répondre aux préoccupations posées dans ces régions anglophones. Est-ce que vous partagez cette analyse? Donc, il fallait que nos soldats, face aux actions menées par les Tapans à Ivo et bien d'autres, les laissent entrer à Bamenda jusqu'à Yaoundé. Non, je voudrais qu'on soit sérieux et j'espère que vous me donnerez aussi le temps, comme j'ai entendu parler. Non, c'est important. Je vous fais déjà constater que je ne me contente pas seulement de recevoir le rapport de Crisis Group. Je crois que quand on est un politique et un chercheur, on va aller plus loin. Sur les 1800 morts, vous savez qu'il y a aujourd'hui un peuple qui est exterminé dans la région du nord-ouest, les Fulani, les Mbororo. Qui ici, parmi ces opposants, peut me donner des chiffres? Moi, je vous les donne. Sur les 1800 morts, vous avez environ 1500 Bororo exterminés. Non. Mais écoutez, on ne va pas parler. Non, Cédric, ne jouez pas à ce jeu. Alors, sinon, je ne vais pas ma place ici. Si vous me coupez, Cédric, moi, je me retire. Non, les autres ont analysé, vous ne les avez pas coupés. Parce que déjà, je n'étais pas content, parce que les autres ont parlé plus que moi, et les téléspectateurs. Vous avez le droit de vous exprimer. Permettez-moi de vous... Non, vous parlez des morts. Je vous donne les origines des morts. Ne faisons pas C'est dit que vous faites. Non, on ne fait pas. Restons sur le débat de fond concernant les causes. Je vous dis qu'il y a un génocide, et je suis très sérieux. Je vous en prie, Cédric, je vous connais professionnel. Est-ce que vous avez les éléments de preuve? J'ai tous les éléments qui vous permettent d'attester D'ailleurs, quand on va sortir d'ici, je vais vous envoyer des chiffres menés par l'avocat Maître Salaï. Et je vous dis d'ailleurs que des personnes de ces familles, Cédric, c'est bien, vous avez une très grande émission, et vous avez une exclusivité que certains ne veulent pas dire. Il y a des partis civils. Je vous dis bien, des partis civils constitués parce que près de 1500 Bororo ont été massacrés. Il y a un crime, oui, vous le dites, c'est grave, mais ceux qui nous écoutent me verront plus tard si je suis un menteur. À partir de là, il est important de reconnaître qu'effectivement, je serai d'accord avec le représentant du MRC, ce sont les conséquences qu'il faut analyser. Si on est arrivé là, pourquoi est-on arrivé là? Il y a un troisième élément que je voudrais quand même ici évoquer. Il y a un enjeu énorme, Cédric, énorme d'exploitation de nos ressources. Regardez les conflits qui se passent. Moi, je viens ici comme universitaire. Je ne viens pas seulement bavarder comme un militant du RDPC ou du SDF. Comprenez que quand vous voyez ce qui s'est passé au Soudan,
Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Colombie, quand vous voyez ce qui se passe, comme par hasard aussi, où c'est passé hier en Libye ou au Venezuela, il faut comprendre que c'est dit, fait bien de nous interpeller. Comment faire? C'était sa question. Moi, je suis un méthodologue et je le suis pour arrêter cela. Que les Occidentaux et que l'État, le gouvernement camerounais, et bien entendu, en face, nous fassions un effort pour qu'il y ait un modus vivendi. Ça fait 3 ans quand même Je suis que la d'accord. crise anglophone est vécue Bien. par les Camerounais. Et sur l'aspect de l'attitude du gouvernement par rapport à cette crise. Est-ce que le gouvernement, à un moment donné, a une responsabilité? Vous savez, dans mon parti, je n'ai pas de langue de bois. Je dis à un moment donné oui. Oui, pourquoi? Parce que il a bien fait d'évoquer Joseph Wilbah que j'ai rencontré lorsque sa nièce avait été violée à l'université de Ngaoundé de Boya. Personne n'a pris ça au sérieux. Vous savez, évitons de faire des débats de clans. Moi, je vais au-delà. On a eu une personne comme Paul Aya Abi, mais Sanga Nyamdiou lui-même. Nous avons dit, faisons attention. Ne faisons pas émerger dans les pôles de pouvoir et de décision des gens qui ne soient pas capables de lutter contre un certain nombre de problèmes qu'on nous reproche. Détournement de fonds, mauvaise gouvernance sociale, absence de etc. Entre autres, on peut les poser. Mais alors, je chute là-dessus, que personne ici ne nie que ce n'est pas une cause pour que le terrorisme exerce. Quand je vous dis Tapan Aïvo, il existe. Quand je vous dis Eric Tato, il existe. Quand je vous dis Christopher Eno, il existe. Aujourd'hui, et je chute là-dessus, en prison aujourd'hui, il y a un certain Sako Ekome qui a été limogé par Ayutabe. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils prennent des financements à partir de l'extérieur pour entretenir ce qu'on appelle une sale guerre que personne ici sur ce plateau ne doit cautionner. C'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement que je soutiens prenne ses responsabilités et renforce un dialogue inclusif où on peut entendre l'UPC, on peut entendre le MRC, on peut attendre tous les autres partis politiques, parce que je suis de ceux qui pensent que quand il s'agit d'un problème national comme celui-là, on ne peut pas continuer à dire le président a dit, la commission du multiculturel, tel ou tel a dit. C'est un problème national. C'est pourquoi je demande fermement à votre question de savoir comment il faut faire, que très rapidement et maintenant, on prenne conscience qu'un dialogue inclusif s'impose. Et pourtant, International Crisis Group constate que le pouvoir de Yaoundé, les séparatistes refusent de dialoguer. Chacun campe sur ses positions. Avec vous, Maître Lavoisier Tchapi, sur l'attitude du gouvernement camerounais, que International Crisis Group qualifie de répressif et intransigeant vis-à-vis de ce problème anglophone qui se pose depuis près de 3 ans aujourd'hui, avec près de 1850 morts après 20 mois d'affrontement. Comment appréciez-vous l'attitude des pouvoirs publics face à ce problème 3 ans après l'enclenchement de cette crise anglophone? Oui, je vais d'abord commencer par démentir l'information donnée par le professeur Messanga sur les Bororo. Les Bororo du Nord-Ouest sont encadrés par une association nationale qu'on appelle le Boskuda et dont je connais les dirigeants. L'association des Bororo, Boskuda, n'a jamais publié un rapport pour indiquer qu'il y a un massacre des Bororo dans le Nord-Ouest. Ça, je regrette. C'est une information absolument fausse qui n'a aucun fondement. Je vous donne cet élément tout de suite. Je vous en prie. J'ai dit l'association Boskuda, dont j'ai des amis là-dedans qui sont avocats et que je consulte régulièrement, n'a jamais publié un rapport dans ce sens. Deuxièmement, je voudrais bien partager la position du professeur Messanga sur le dialogue inclusif. Mais je voudrais lui rappeler que M. Paul Biya, depuis qu'il est chef d'État, ça fait 36 ans, n'a jamais réuni son opposition pour dialoguer avec elle. C'est l'unique chef d'État africain qui ne dialogue avec personne. Le chef de l'État n'écoute personne. Et vous mettez la tripartite. Et, s'il vous plaît, je dis qu'il n'écoute personne. La tripartite, ce n'est pas Paul Biya qui a réuni les gens pour les entendre. C'est Sadou Ayatou qui présidait. Très bien. Paul Biya n'était pas là. Il avait les messages par personne interposée. Mais comme vous le dites, quand il y a des causes nationales comme celle-là, et c'est ce que nous reprochons au RDPC. Le RDPC veut faire croire aux Camerounais qu'il a le monopole de la réflexion. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Le RDPC n'accepte rien. Vous croyez que les propositions de loi qui viennent de la présidence, ça vient des dieux. Personne ne peut critiquer, même pas les députés RDPC ne peuvent pas critiquer. Et que le président Paul Biya n'écoute personne. Et vous avez un chef d'État qui, depuis presque 30 ans, est enfermé à Yaoundé. Il ne visite aucune région. Depuis la dernière visite de Paul Biya à l'Ouest, c'est en 92. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus jamais allé, il n'est plus jamais venu à l'Ouest. Donc tout ce qui se passe à l'Ouest, il n'est pas informé. Quand vous dites débat inclusif, est-ce que vous êtes écouté au sein du RDPC? Je doute. Vous n'êtes pas écouté. Vous êtes isolé au sein du RDPC. Quand vous apportez des idées constructives, on vous isole. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas régler ce problème. Et je vais vous dire, M. Sédé, lorsque on parle de la cause anglophone, il faut être sérieux. En 1961, en 1960, quand la France donne l'indépendance au Cameroun francophone, pourquoi l'Angleterre ne donne pas l'indépendance au Cameroun occidental? Ils ne l'ont pas fait. C'est là le début de la frustration. Maintenant, quand les anglophones viennent se joindre à nous, la résolution 1608 de l'ONU qui impose un référendum, très bien. Les anglophones ont fait un référendum, ils ont dit nous on vient rejoindre les francophones. On a créé un État fédéral. Oui, certains ont dit ceux du Nord aussi du Sud-Ouest. On a créé un État fédéral. L'État fédéral qui a existé entre 1961 et 1972 visait à faire que la spécificité anglophone soit préservée. Parce qu'ils avaient un héritage hérité de la colonisation anglo-saxonne, qui était différente de l'héritage que nous avons hérité du droit français. C'était différent. Et il y avait là-bas, au Cameroun anglophone, une assemblée nationale. Il y avait un premier ministre, il y avait des ministres, il y avait des institutions. Et la constitution de 1961, le professeur le sait, interdisait de modifier cette forme de l'État. On avait un président francophone, un vice-président anglophone, qui était John Goufoncha. En 1972, pourquoi on a fait un référendum pour modifier cela? Et quand on a modifié cela, pourquoi on n'a pas gardé la forme de un président francophone, un vice-président anglophone? On ne l'a pas fait. Déjà que le référendum était anticonstitutionnel. Et ensuite, on met les francophones à ça, sachant que les francophones sont 80% de la population. Et que la réponse sera objectivement une réunification, même contre l'avis des anglophones. Et depuis ce temps, John Goufoncha, qui était vice-président de la République, on l'a relégué au poste de vice-président du RDPC, de l'UNC, et après du RDPC. Mais le gouvernement, pour répondre à cette préoccupation anglophone, a promis la mise sur pied de la décentralisation pour répondre à cette volonté de pouvoir participer au développement local. Maître Tsapi. Non, depuis 1990, le SDF et le chairman n'ont cessé de le marteler. La solution à la crise anglophone, c'est le fédéralisme. La décentralisation, le fédéralisme, les Camerounais vont s'asseoir au cours d'une conférence constitutionnelle et décider du nombre d'États. Nous ne disons pas forcément. Je vous en prie, permettez-lui. Il est en contradiction avec ce que Dimadi. Permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Professeur Messanga Nyamding, permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Je suis plus proche de Frundi que vous. Non, je ne suis pas besoin de parce que je suis son conseiller depuis 90 ans. Je vous en prie. Je voudrais vous dire que la solution que le SDF propose depuis 1990, c'est le fédéralisme. Et d'ailleurs, le président de la République a mandaté Peter Mafani Moussongue, président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, de faire le tour du nord-ouest et du sud-ouest et de lui apporter les propositions. Vous savez la proposition que Moussongue a faite dans son rapport à Paul Biya, dont Moussongue a été le premier ministre pendant longtemps. Il a demandé, il a proposé un dialogue inclusif en précisant que les anglophones proposent la forme fédérale de l'État pour régler leurs problèmes. Et justement, et sur ce débat sur la forme de l'État, International Crisis Group estime que le gouvernement ne veut pas entendre parler. Avec vous, Serge Soran, les deux partis qui campent sur l'opposition à la fois à l'aile dure de ce mouvement séparatiste anglophone, qui veut discuter de la sécession. De l'autre côté, le gouvernement qui refuse d'aborder ne serait-ce qu'un débat sur la forme de l'État, quelle que soit l'option de gouvernance publique qui peut être évoquée. Est-ce que c'est là qu'il y a des blocages, selon vous, concernant la recherche des solutions visant à sortir de la crise anglophone? Moi, je vais vous surprendre un peu, parce que nous sommes encore à l'écume des vagues.
Vous voyez, tout ce débat auquel on assiste là maintenant, sans vouloir vexer mes copanélistes, c'est de la gesticulation. Ce n'est pas là le fond du problème du Cameroun. Parce que si on ouvre vraiment le débat sur la fédération, je ne suis pas sûr que même ceux qui la veulent actuellement dans la forme de l'Afrique et face aux enjeux, je ne vais pas rejoindre Messanga Yamdine, qui sont des enjeux sérieux de la gestion du monde du 21e, du 22e siècle pour nos enfants, de l'extermination des peuples qu'on a réussi. Parce que, vous savez ce qu'on appelle l'esprit de Berlin, c'est-à-dire vouloir faire des choses pour les peuples sans leur avis, dans le but de les exclure et de contrôler le monde. Voilà ce dont nous sommes victimes. Et j'espère que vous allez me donner le temps, parce que je voudrais aller un peu dans le sens de l'histoire prophétique, pas de l'histoire prophylatique qui nous fait dormir. Maître Lavoisier l'a bien dit, mais il a escamoté une chose. Il n'y a pas eu que 2 référendums au Cameroun, il y en a eu 3. En 1959, Maître Lavoisier, après l'intervention de l'UPC à l'ONU, on est venu organiser un référendum test. Dans la partie nord, c'était la résolution 1473, chapitre 14. Et on disait que ce n'est que les Camerounais qui ont droit au vote. Les résultats vont vous surprendre. Tous les Camerounais ont dit qu'ils veulent rentrer avec le Cameroun oriental. L'ONU, qui ne voulait pas de cela, parce que l'ONU n'est pas au service des autres peuples, je suis désolé. Je suis d'accord avec vous. L'ONU est au service de ceux qui ont décidé de faire des génocides en Amérique latine, au Moyen-Orient, et qui n'en parlent pas, et qui exploitent le monde. L'UPC, il y a un document de l'UPC au Congrès américain qui est considéré comme l'un des documents capitaux pour l'histoire de l'Afrique, pour la résolution des problèmes politiques. C'est écrit. On a dit de laisser les Africains choisir la manière dont ils vont s'administrer eux-mêmes. Si on avait choisi le modèle allemand, serait-on aujourd'hui en train de parler de crises anglophones et de crises francophones? Le Rwanda est revenu à l'anglais, hein. Il a quitté le français. Si les Camerounais avaient opté pour la réunification et avaient choisi un modèle allemand, dire que le droit, on va copier sur les textes allemands, que les écoles, on va copier sur les textes, en serons-nous là? S'il vous plaît, s'il vous plaît. La question est tellement sérieuse. Moi, je ne suis pas du RDPC. Parce que je pense que le président Biya ne pouvait pas réussir parce qu'il n'est pas préparé pour réussir. Donc, il a échoué depuis. Je suis désolé que souvent Messanga Yamdine dise que c'est son maître politique, mais votre maître a été à la mauvaise école. Je vous en prie. Je ne suis pas là pour la paix, parce que quand la paix au Cameroun est une illusion. Et j'ai un maître, moi, qui m'a enseigné que quand des illusions vous paralysent, il vaut mieux d'abord vous en débarrasser que de chercher les certitudes. Et sur les blocages concernant... Le premier blocage essentiel sont lesquels? est la volonté de créer l'histoire à partir de soi. Parce que le dialogue national dont on parle là, est-ce qu'on pense au vrai? Quel est le leader, par exemple, de la cause anglophone au Cameroun actuellement? C'est le SDF. On a créé des commissions, on n'a jamais associé le SDF. Ce n'est pas seulement un dialogue, c'est une question de stratégie politique. Vous savez pourquoi ça a été fait? Parce que l'élite prédatrice mise en place, comme là je rejoins Maître Lavoisier, parce que la France avait dit en 1959, quand l'ONU lui a rendu compte du rapport qui a été fait après le test de 1959, ils ont dit qu'il vaut mieux d'abord donner l'indépendance au Cameroun francophone, après on va annexer la partie du Cameroun anglophone. Voilà les termes. Et c'est pour ça qu'une partie britannique qui voulait garder une partie du Cameroun a organisé le 2e référendum le 12 février, mais vous oubliez que lors de ce référendum, même les Nigériens ont voté. C'est pour ça que cette partie n'est pas revenue au Cameroun. La deuxième partie, c'est que la forme de l'État, la fédération ne met pas en mal la forme de l'État. Je suis désolé. La République fédérale allemande est fédérale, mais elle est unie. Les États-Unis sont fédérales, ils sont unis. Moi, je suis souvent surpris sur les plateaux d'entendre des gens dire que le président Paul Biya a dit. Quand le président Paul Biya parle de la forme de l'État, je pense qu'il parle de la dévolution institutionnelle des pouvoirs. Et là, même dans la décentralisation, il n'a pas cédé un pouce. Non. Il n'a jamais dit que les préfets vont être enlevés. Oui, c'est vrai. Il n'a jamais dit que l'ENAM va être réformé. C'est vrai, tout à fait. Donc nous sommes dans un absolutisme présidentiel inopérant qui est maintenu même avec la fédération. Je suis désolé. Cher camarade Lavoisier, dans la fédération de 61, il y avait déjà ces problèmes. C'est-à-dire que ceux qui ont hérité des institutions ont constitué une classe noble qui pillait le reste du peuple. En 3 ans, le Cameroun anglophone, le Cameroun oriental, Cameroun occidental, qui était plus riche que le Cameroun oriental, s'est retrouvé au même niveau. Ce que certains compatriotes ne savent pas, c'est-à-dire ceux, les élites là, qui semblent se battre maintenant pour le peuple, je le répète ici,
Ces messieurs ne se battent pas pour les Camerounais. Ils se battent pour le fait que si demain il y a une république, ils en seront les dirigeants et ils vont la piller. La solution, c'est qu'il ne faut pas qu'on inverse les curseurs. Nous sommes à un point crucial. Le président Paul Biya, on a demandé son départ depuis. Ceux qui l'ont aidé à rester là maintenant viennent nous prendre les rapports. Et justement, on voudrait que les personnes représentatives de l'opinion politique, parce qu'il y a des acteurs politiques au Cameroun depuis. John Frunja a été arrêté l'autre jour, il a été libéré. Il a fait son compte rendu à la presse. Vous croyez que ce monsieur doit continuer à être tenu à l'écart des problèmes sérieux comme ce problème et dans la recherche des solutions, justement, il y a International Crisis Group qui estime que le président de la République devrait reconnaître l'existence du problème anglophone, s'engager à prendre en compte les aspirations et procéder à un large remaniement du gouvernement ainsi que de la haute administration et du personnel de la défense et de sécurité afin de révoquer tous ceux qui alimentent le conflit par des discours haineux et d'intégrer les anglophones non séparatistes qui bénéficient d'une certaine crédibilité. Edmond Kambia, sur les mesures visant à pouvoir apaiser les tensions dans les régions anglophones, on a évoqué ici les différents blocages. À présent, ce sont des solutions proposées par cette ONG internationale concernant les mesures que le président de la République doit prendre à travers un remaniement pour mettre à l'écart les faucons, ceux qui alimentent toujours cette violence meurtrière dans les régions anglophones à travers un discours de haine et ceux qui prônent la voie militaire pour résoudre cette crise anglophone. M. Noufélé, je vais répondre à votre question, mais je commencerai par faire une précision par rapport à une des choses qui ont été dites par M. Serge Soho sur l'ONU, qui ne voit qu'en noir. Il estime que l'ONU a fait plus de mal, visiblement, que de bien à travers le monde entier. Parce que quand il parle de l'ONU, c'est essentiellement au sens négatif. Non. Pour le Cameroun... Vous permettez? Oui. Vous permettez que je m'explique? Parce que vous n'avez dit que du mal de l'ONU. Non. Permettez que je développe, M. Serge. C'est très important. Vous ne pouvez pas voir l'ONU essentiellement au sens négatif. Il y a du positif. Je pense qu'il y a du positif à l'ONU. Au Cameroun, il y a un des principes importants qui a aidé l'ensemble des pays à travers le monde. Au Cameroun, non. Écoutez, je vous en prie, je vais citer un seul principe. Qu'il aille jusqu'au bout. Parce que si vous m'interrompez à tout moment, on va non, pas il faut avancer. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Je vous en prie, monsieur. Il y a un principe consacré à l'ONU. Le principe. Messieurs, soyons polis et Edmond à la parole. Edmond, allez-y. Puisque vous me demandez qu'est-ce que l'ONU a fait de bien pour le Cameroun, je cite un principe important, le principe de l'autodétermination des peuples. C'est la SDN. C'est sur la base. C'est sur la base de ça que les pays sont devenus indépendants en Afrique et partout à travers le monde. C'est les 11 points de Churchill avant l'ONU. Mais finalement. Edmond, allez-y. D'abord, sans l'Union, on aurait eu Bakassi. Non, c'est interactif. J'ai des mots. Mais sans l'Union, on aurait eu Bakassi. Restons sur le problème. On n'aurait pas eu Bakassi sans l'ONU. Expliquez-lui ça. Non, c'est pas possible. Messieurs, restons. N'ayons pas un discours de pensée unique. L'ONU n'est pas que négatif. Bien sûr. Et l'exemple que vient de prendre le professeur Messagani me dit est clair. C'est grâce à la Cour internationale de justice qui a tranché un problème que le Cameroun a repris la plénitude de sa souveraineté sur Bakassi. C'est l'ONU. Il faut le dire. Ce n'est pas un mensonge que de le dire. Il ne faut pas peindre l'ONU essentiellement en noir. L'ONU nous aide. Sa mission, c'est la paix et la sécurité internationale. Le Cameroun n'est pas en paix. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la litanie des incantations sur la souveraineté et sur la non-ingérence. Aujourd'hui, l'ONU est obligée d'intervenir parce qu'il y a violation massive des droits de l'homme. J'allais même dire systématique. Ce sont des critères qui leur permettent de demander, d'interpeller les États. Et ça, il faut le dire. Sur votre question, M. Noufélé, c'était important de clarifier ce point. L'ONU n'est pas essentiellement à voir en noir. L'ONU a des choses positives pour les communautés internationale, pour la communauté internationale et pour les pays. Donc, nous sommes tous membres. Le Cameroun est un État membre de l'ONU. Si nous estimons que l'ONU ne nous convient pas, mais sortons de l'ONU. Sortons de l'ONU. Nous sommes membres de l'Assemblée Générale de l'ONU. Je vais vous répondre. Écoutez, si vous m'interrompez à tout moment, on ne va pas avancer. Non, j'ai dit je vais vous répondre. Je suis d'autant surpris que c'est un militant de l'UPC qui m'interrompt. Et c'est plutôt un militant du RDPC qui me soutient dans mon développement. J'ai l'impression que... Messieurs, Edmond, est-ce qu'on peut avancer? Je suis très surpris. Sur le débat de fond, je vous en prie. Messieurs, allons-y. Edmond. Sur le débat du fond, M. Noufélé,
International Crisis Group propose un remaniement ministériel où on mettrait de côté ce que vous avez appelé des faucons. C'est de ça qu'il s'agit. Ils estiment qu'au sein de ce gouvernement, il y a des gens qui ne veulent pas du tout le dialogue. Et il y a des ministres qui jettent l'huile au feu. Qui jettent de l'huile sur le feu. C'est une réalité. Il faut le dire, c'est une réalité. Il y a des ministres qui mettent de l'huile sur le feu. Et visiblement, et curieusement, ce sont des ministres qui sont au front. C'est-à-dire qui sont au jour le jour appelés à régler la crise. Ou alors des secteurs, des pans entiers de la crise. Que ce soit sur l'humanitaire, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur l'accompagnement ou la supervision des actions visant à régler la crise anglophone. Donc il y a, sur ce point-là, International Crisis Group a vu juste. Mais c'est une vision un peu limitée. Un peu limitée parce que l'essentiel du problème n'est pas de régler les strapontins ministériels. Il faut aller en profondeur. Et quand on va en profondeur, le seul point qu'il faut évoquer, c'est d'ouvrir les perspectives qui permettent qu'il y ait un véritable dialogue national ouvert et inclusif entre les parties prenantes, les différentes parties prenantes à la crise. Et ces parties prenantes sont globalement de deux. On pourrait ajouter une troisième partie. De deux parce que d'un côté, il y a les forces gouvernementales ou le gouvernement. De l'autre côté, il y a les mouvements séparatistes. Ça, il faut le dire. C'est plusieurs mouvements séparatistes. Et parmi eux, il y a des extrémistes, il y a des modérés, il y a ceux qui sont encore fédéralistes. Il y en a qui ne sont plus fédéralistes, qui sont essentiellement sécessionnistes. Il faut voir dans quelle mesure on peut associer les leaders politiques de ces différents regroupements séparatistes, les associer au dialogue et permettre que dans la discussion, il y ait une troisième voie. C'est-à-dire une troisième partie prenante qui serait constituée des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont cette représentativité au plan national pour régler les problèmes des Camerounais. Et ça, c'est important. On pourrait également y associer les autorités religieuses. Et sur ce point, il y a le cardinal Christian Toumi qui a une initiative sur la question. Et je vais vous dire que Madame le haut-commissaire Michel Bachelet, qui est arrivé, a écouté toutes les parties prenantes, les OSC, les partis politiques, y compris les initiateurs de la conférence générale anglophone. Et ils soutiennent, l'ONU soutient l'opérationnalité, la mise en place de la conférence générale anglophone, qui serait un pas qui permettrait d'avancer vers un dialogue national politique. Mais jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a pas autorisé la tenue de cette conférence générale anglophone qui doit être organisée par le cardinal Christian Toumi et d'autres religieux camerounais, Angelbert Lebon d'Achua, malgré ces multiples appels au dialogue. Et aujourd'hui, c'est Crisis Group qui invite le gouvernement camerounais et les séparatistes à faire des concessions pour mettre un terme à ces tensions dans les régions anglophones. Et si ces concessions ne sont pas faites, Crisis Group pense que la communauté internationale doit sanctionner les membres du gouvernement et des séparatistes qui ne sont pas favorables au dialogue. Est-ce que vous appréciez la démarche, les solutions proposées par cette ONG internationale? Tout à fait. Je dois d'abord regretter le fait que nous ayons à attendre que des organismes ou bien que des pays amis ou des organisations avec lesquelles nous sommes en coopération bilatérale interviennent pour que nous prenions conscience de ce qui se passe. Nous en parlons depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui. Ils n'ont rien dit de nouveau. Vous savez, on dit, c'est le professeur Kamto qui dit souvent, quand on a pour seul outil que le marteau, tout ce qu'on voit est perçu comme un clou. Dans ce gouvernement, vous avez un ministre qui a été le premier, dès le début de la crise, à monter au créneau pour dire qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Et c'est le même ministre aujourd'hui qui a une haute fonction stratégique dans l'administration. En même temps, je dois vous préciser que ce monsieur est secrétaire permanent du comité, du conseil, voilà, il est secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Vous voyez bien que tous les outils qui pouvaient aider à la résolution de la crise sont peut-être, je ne vais pas être insultant, mais je pense que pour qu'on ne me qualifie pas de quoi que ce soit, je vais reprendre les mots du professeur Messanga Nyamdi. Il y a certaines personnes ou certains postes qui sont occupés par des personnes inexpertes. Je crois que c'est bien ça, M. Nyamdi. Bon, voilà, donc c'est pas moi qui le dis. Vous voyez bien que un éminent membre du RDPC pense la même chose. Donc,
il faut qu'à certaines places, qu'il y ait des personnes efficaces pour pouvoir résoudre ce problème. Et tout part même de l'ensemble. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui, depuis 3 ans, n'arrive pas à résoudre un conflit comme celui-là. On comprend bien qu'ils n'ont pas, au-delà de la légitimité sur laquelle on peut débattre aujourd'hui, on comprend également qu'ils n'ont pas de l'intelligence pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, vous avez évoqué les cas de remaniement ministériel proposés par International Crisis Group concernant des membres du gouvernement qui alimenteraient, selon cette ONG, la crise anglophone à travers un discours de haine. Professeur Musanga Nyanding, l'échec du gouvernement, selon le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans le cadre de la résolution de cette crise anglophone, son refus de favoriser l'organisation de la conférence générale anglophone depuis près de 2 ans. Au départ, on a suivi plusieurs membres du gouvernement estimer qu'il y avait un agenda caché derrière l'initiative du cardinal Christian Toumi. Et aujourd'hui, c'est un bilan de 1850 morts en 20 mois d'affrontement. Oui, avec beaucoup de Bororo massacrés, je suis d'accord avec vous. Non, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je termine mon ouvrage. Mon prochain ouvrage est intitulé « Le génocide Bororo, qui en est responsable ». C'est un ouvrage en plus. Au-delà de ça, non, je vous dis la mèche sur le cœur, c'est vrai. Je voudrais ici partager certains points avec les copanélistes qui sont là. Vous savez, on nous regarde dans Mondiovision. Nous avons nos collègues qui sont avocats, qui sont professeurs, qui sont chercheurs et nos compatriotes qui nous regardent. Nous sommes d'accord sur un point. Il y a eu dès le départ un mauvais management de cette crise par le gouvernement que je soutiens. Le président de la République a été très mal informé au départ. Même si c'est lui qui prend des décisions, il s'appuie sur les collaborateurs pour le faire. Je vous prends un exemple. Quand vous avez évoqué Joseph Wilbah, je vous assure, j'ai failli cracher une larme. Moi, je suis un homme sensible, un homme honnête. Lorsque sa nièce a été violée à l'université de Boya, qui était recteur? Cette femme recteur est aujourd'hui membre du gouvernement. Vous savez qu'au RDPC, je voudrais partager une observation avec International Crisis Group. Mais il ne faut pas que ça vienne d'International Crisis Group ou des opposants pour que les gens comprennent à un moment donné que lorsque vous managez mal, regardez un cas, c'est dans International Crisis Group. Certains, dans le gouvernement, ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision, ont intérêt, je vous dis bien, ont intérêt à ce que ces guerres se perpétuent. Et pourquoi? Des raisons d'argent, des raisons d'enrichissement personnel, mais surtout c'est que dans le temps, j'ai dit avec Charles Atebayele lorsqu'on nous a traités d'alarmistes, parce que c'est même dans notre parti et dans notre camp organisait la chute du président Paul Biya. Vous savez, ce qui est plus dur aujourd'hui pour le président, que moi je soutiens, avec beaucoup de militants du RDPC. Et moi qui vous parle, personne ou très peu de gens dans le RDPC ont mon bilan. J'ai été secrétaire de cellule, président du comité des bases, patron du parti à Paris, jusqu'à membre du comité central. On a abandonné le parti entre les mains des voyous, des bandits, des marchands, des gens qui avaient des complicités avec beaucoup de camarades prédateurs, qui sont en prison et qui jouent au jeu du gouvernement, le jeu du terrorisme. Et le président n'a pas eu la main heureuse en prenant des ministres qui organisaient eux-mêmes sa chute. Je vous prends le cas de Kamto. L'Union pour le changement. Déjà en 92, il était le directeur de campagne de l'Union pour le changement. Non. Comment? Il était l'un des partisans. D'accord. Comment vous pouvez croire qu'un monsieur comme Kamto ait été ministre avant un homme comme moi? Et sur le cas de la conséquence, je voudrais donc vous expliquer. Aujourd'hui, je voudrais vous démontrer qu'à un moment donné, comment les castings ont été mauvais. Alors vous m'avez dit. Et sur le cas justement de ce remaniement, que propose Crisis Group, pour qu'il y ait des hommes qui puissent aller vers l'apaisement, qui envoient des signes d'apaisement. De manière ferme, constante, avec un soutien ferme au président. Je continue à dire que, effectivement, vous êtes d'accord avec moi,
que, moi, de mémoire, après le président Paul Biya a consommé à peu près 500 ministres et assimilés, personne ne peut nier que l'un des gouvernements les plus contestés dès sa sortie, c'était le gouvernement du 4 janvier. Et personne ne peut ignorer pour une seule raison. Quels sont les éléments de contestation de ce gouvernement? Pourtant, d'abord, je vais vous dire, le chef de l'État a misé sur l'arrivée de certains ministres. Ce qui a d'abord choqué les prédateurs de la CAN. Non, on est entre nous. Vous savez, moi, je joue, quand je suis sur un plateau, c'est pour rendre Paul Biya crédible et le RDPC crédible. Rien que ces prédateurs de la CAN qui ont été promus. Vous savez, aujourd'hui, qui les a promus? On nous dit, j'en viens. C'est le président ou ce n'est pas le président. Mais moi, je dis, en tant que partisan du président, que voilà les éléments que je mets entre vos mains. C'est à vous d'apprécier. C'est à vous d'apprécier. Je joue pleinement ma partition dans l'orchestre. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, pour chuter sur la crise anglophone, il y a 3 types d'acteurs qu'il faut neutraliser. 1. Retoucher le gouvernement, faire partie effectivement des incompétents. Oui. Tout simplement parce qu'il faut changer la note, parce que le président de la République est pris en otage par quelques bandits. Deuxièmement, traquer, comme le fait aujourd'hui l'avocat de Californie, Emmanuel Scalan, ceux qui financent cela. Et puis troisièmement, et là je rejoins Maître So, faisons très attention, parce que ce qui se passe aujourd'hui au nord-ouest du Sud favorise le trafic de pétrole, le trafic de cacao, le trafic du Sud. Il y a ce qu'on appelle la criminalité transfrontalière qui ne profite qu'à une bande bien organisée qui sert les puissances occidentales. Là aussi, il faut regarder tout ça et je crois qu'on pourra sortir de ça. À peine la rencontre et je comprends bien entendu que le dialogue inclusif, qu'on le veuille ou pas, que mes camarades n'écoutent pas, ou les décideurs n'écoutent pas, s'il n'y a pas de dialogue exclusif, je vous jure, on ira du mal en pis. Je suis pour un dialogue inclusif. Avec qui? D'abord, les partis représentés dans les municipalités, les partis représentés à l'Assemblée, toutes les partis politiques légalisés, les forces syndicales, et puis, à côté, bien entendu, quelques interlocuteurs comme Maître Abobala et quelques membres du consortium. Parce que ce consortium, est-ce qu'il existe? Oui, les membres du consortium sont là. Mais le gouvernement a déclaré illégal cette association. C'était une faute. Moi, je dis mea culpa. Je dis mea culpa. On doit ressusciter ce consortium et mettre en avant et créer ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Je vous assure, Cédric Nufele, la thérapie me Nyamding marchera et la paix reviendra dans son pays. Et cette thérapie est encore très loin d'être utilisée sur le terrain. Le gouvernement qui a misé sur d'autres outils, notamment la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, l'a mis sur pied d'un comité de désarmement, de démobilisation, de réinsertion des ex-combattants à la fois de Boko Haram, mais également de ceux qui souhaitent déposer les armes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pourtant, la situation continue de s'aggraver. Et à peine la rencontre s'est achevée entre la haut-commissaire des Nations Unies en charge des droits de l'homme et le président de la République, que le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage d'évoquer la situation humanitaire du Cameroun dans les tout prochains jours. Avec vous, Maître Lavoisier Tsapi, sur l'initiative des États-Unis de convoquer une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies pour évoquer la situation humanitaire du Cameroun. Comment appréciez-vous cette nouvelle étape dans l'internalisation de la crise anglophone? Bien, l'implication de la communauté internationale dans la crise anglophone est la résultante de la mauvaise gouvernance dans notre pays, laquelle mauvaise gouvernance impacte sur l'absence de solution à la crise anglophone. Et je voudrais attirer l'attention du professeur Mesanga Nyamding. Si je dois faire foi à votre discours, j'aurais souhaité que vous lancez un appel en direction du ministre Atanganji pour qu'il libère le professeur Maurice Kamto et tous les militants du MRC. Parce que vous savez qu'aucune loi ne permet de les détenir en l'état actuel là où ils sont. Que vous lancez un appel au ministre Atanganji pour qu'il cesse de bâillonner l'expression politique dans notre pays. Parce qu'après le nord-ouest et le sud-ouest,
on risque d'assister à une explosion dans la zone francophone. Si le ministre Atangandji maintient son option d'empêcher que les partis politiques ne s'expriment sur le terrain. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave qu'il faudrait relever. Et en tant que militant du RDPC, moi, je souhaite que vous lancez... C'est mon ami en plus. Voilà, si vous pouvez lui lancer ce message. Maintenant, je voudrais dire que la situation sur le terrain est extrêmement grave. Si la communauté internationale s'en mêle. Je voudrais vous signaler que dans la ville de Bamenda, vous avez 4 groupes de ce qu'on appelle fake amba, c'est-à-dire les faux ambazoniens. C'est des groupes qui se livrent principalement au kidnapping et aux demandes de rançon. Ce que le professeur Messangal a dit, c'est vrai, parce que ces groupes ont des complicités dans la haute administration militaire et administrative. Tout à fait. Lorsque vous sortez de Bamenda, parce qu'à l'heure actuelle, le ministre Atangandji ne peut pas aller à Batibo, 60 km, il ne peut pas. Parce que quand vous empruntez cet axe, vous avez, avant la ville de Bali, qui est à 20 km de Bamenda, le contrôle de l'armée sur la route, le contrôle des sécessionnistes. Et l'armée qui est à un point, c'est que les sécessionnistes sont à tel autre point. Quand vous partez de Bamenda pour Woum, c'est à peine 60 km, les séparatistes ont coupé la route et dressé un mur pour empêcher qu'on ne circule plus de Bamenda à Woum. Et c'est extrêmement grave. Si vous prenez l'axe de Bamenda-Kumbo, là où le chairman a été kidnappé, vous avez à Vandop, qui est aussi à 20 km de Bamenda dans la direction de Kumbo, vous avez au moins 2 groupes sécessionnistes qui opèrent en plein jour. Des terroristes. Et après, non, il y a des vrais sécessionnistes, il y a des groupes terroristes qui se livrent à des kidnappings et à des rançons, etc. Donc, quand un ministre de la République vous dit que la situation est sous contrôle, si vous prenez le sud-ouest, c'est pareil. Si vous quittez Boya, vous n'allez pas arriver à combattre tranquillement, parce que vous allez traverser des contrôles ambazoniens. Et si vous traversez ces contrôles, si le terre ne vous plaît pas, vous risquez d'être assassiné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation sécuritaire sur le terrain est extrêmement préoccupante. Et je voudrais vous dire qu'à ce jour, Cédric, il faudrait que les Camerounais le sachent. Beaucoup de sous-préfets ne sont pas en poste. Oui. Beaucoup de chefs traditionnels dans le sud-ouest et le nord-ouest, pour ceux qui n'ont pas été assassinés, les autres sont en exil. Tout à fait. Dans les autres régions du vrai. Cameroun. Et vous avez des populations qui ne peuvent plus aller dans leurs champs, cultiver tranquillement et récolter. En dehors des grandes villes que sont Bamenda, Kumba et Boya. Tout le reste est incertain. Aucun ministre ne peut s'y hasarder. On l'a vu lors de la campagne présidentielle. Le premier ministre, Yang Philemon lui-même, n'a pas pu sortir de Bamenda. Donc, lorsque la situation est celle-là, et que le gouvernement s'emploie à laisser pourrir cette situation, je dis c'est extrêmement grave. Maintenant, si la communauté internationale s'en mêle pour dire que le Conseil de sécurité de l'ONU va être saisi, ça veut dire qu'on est en voie de préparer l'envoi des troupes dans notre pays. Et c'est en ça que je rejoins le représentant de l'UPC pour dire que, comme nous l'avons vu en République démocratique du Congo, l'ONU ne vient pas toujours pour le bien des populations. Quand on dit que l'ONU va venir, des puissances internationales s'en mêlent. Et les gens viennent maintenant beaucoup plus pour leurs intérêts et non plus pour l'intérêt des populations. Bravo. Mais je voudrais également vous signaler que la France joue un rôle extrêmement négatif dans ce problème. Parce que le problème anglophone là, c'est la France qui le crée de toutes pièces à cause du pétrole. Parce qu'il vous souvient que on découvre le pétrole au Cameroun en 1967. Donc, et la France est avec Elf au Gabon. Et ils savent qu'il y a le pétrole à Bakassi, que bientôt le Cameroun va exploiter. Et c'est pour ça que la France met sur pied cette stratégie d'annexation du Cameroun anglophone, parce qu'il y a le pétrole à puiser. Et on a puisé toutes ces richesses anglophones en abandonnant le développement des zones anglophones, ce qui les révolte. Donc, moi je pense que le gouvernement du Cameroun ne devrait pas laisser à ce qu'on en arrive là. Le professeur Mesanga a dit quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que tout militant du RDPC qui est sincère devrait pouvoir suivre cette logique. À savoir que
le gouvernement devrait convoquer une conférence parce que le International Crisis Group, avant d'arriver à cette solution où on propose à l'ONU d'intervenir, a d'abord dit qu'il faut un dialogue inclusif. Tout à fait. Pourquoi nous, les Camerounais, nous ne voulons pas régler nos problèmes? Si nous ne voulons pas régler nos problèmes, les puissances étrangères vont intervenir pas dans nos intérêts. Mais le président de la République a plusieurs fois envoyé des missions d'écoute dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'ancien Premier ministre a mené plusieurs missions à Bamenda et à Boya, où il a discuté avec les forces vives, représentants des associations et les chefs traditionnels. On a vu le président de la commission du bilinguisme qui lui aussi est descendu sur le terrain pour discuter, je vous en prie. Est-ce qu'il est crédible? Ce monsieur, il est crédible. Prêtez-moi une seconde. Peter Mafani, dans sa région, au cinquantenaire, a porté le goudron. Le goudron s'est arrêté après Bouya, devant son village. Et partout ailleurs, il n'y a pas. Il faut des anglophones crédibles. Non, personnes appréciées. C'est important à dire parce qu'aujourd'hui, si ces gens étaient crédibles, mais pour la plupart de mes camarades d'origine anglophone, il n'y aurait pas eu la guerre. Ils auraient par anticipation informé le président, à l'effet de dire au président que vraiment, monsieur le président, chez nous là-bas, il y aura le feu. Quelle est cette guerre qui surprend comme par hasard pratiquement tous les ministres du RDPC anglophone, tous les collaborateurs du chef de l'État anglophone? C'est pourquoi je dis faisons attention. Pour moi, ces gens ne sont plus crédibles pour la plupart. Non, monsieur Cédric, je crois que je ne partage pas l'avis de Messanga. Parce que Paul Biya connaît le problème anglophone. Rappelez-vous que le ministre Aboum Achoyi avait déjà relevé que lui, Dorothy Njema et lui, Aboum Achoyi, avaient été mandatés par Aïdjo pour aller enquêter sur le problème anglophone et lui donner les propositions. Et le ministre Aboum Achoyi rappelait à Paul Biya que si tu n'as plus ton rapport, moi j'ai encore mon rapport, je peux le mettre à ta disposition pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Le président Paul Biya sait parfaitement quel est le problème anglophone et refuse de le résoudre. Et le professeur Messanga, n'oubliez pas ce que vous venez de dire. Oui. Il y a des gens tapis dans l'administration qui ne veulent pas que cette crise soit réglée et qui sont autour de M. Paul Biya. Parce qu'ils profitent. Qui ont des sociétés de travaux. Oui, ils profitent pour faire des détournements sur les fonds de l'armée. Oui. Ils profitent pour bénéficier des fruits, des rançonnements, etc. Il appartient, le président Paul Biya, vous savez, en droit, il y a un article. L'article 1384 du Code civil qui dit que on est responsable des choses qu'on a sous sa garde. C'est-à-dire les véhicules, quand vous conduisez un véhicule, vous faites l'accident, le véhicule est sous votre garde, vous êtes responsable. Mais on est également responsable des personnes dont on doit répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre fils mineur fait quelque chose, le père répond. Maintenant, le président Paul Biya qui nomme des ministres bandits, lui-même doit répondre de ce banditisme. Il est le civilement responsable. Il est garant de tout ce qui se fait de mauvais. Donc je ne partage pas le Conseil de avis. sécurité des Nations Unies qui envisage de se réunir pour évoquer la situation humanitaire. Donc je voulais chuter, Cédric. Je voulais chuter. Vous allez réagir tout à l'heure. Je vous en prie. Que je chute. Professeur Laboyès, pour dire que permettez d'abord à d'autres de réagir. Attendez que je chute. Vous allez évoquer le thème tout à l'heure. En un mot, pour dire que le président Frundi est allé à la présidence. Non pas pour serrer la main du chef de l'État au cours de la remise des vœux de janvier 2017, mais pour dire de vive voix à Paul Biya, de visu, que la cause anglophone là, tu as la solution. Applique la solution que tu connais pour résoudre ce problème. Après vous, le président Frundi n'a pas été justement, entendu. aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui envisage d'évoquer cette situation humanitaire au Cameroun à l'initiative des États-Unis d'Amérique, réunion informelle. Que peut-il se passer durant ce type de rencontre au sommet des Nations Unies? D'abord, je voudrais rappeler que je l'ai souvent dit sur ce plateau, que si le gouvernement joue à la politique de l'autruche, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, depuis bientôt, enfin depuis 20 mois pratiquement qu'il y a la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il va être confronté à une véritable réalité. Il va foncer dans le mur et c'est la communauté internationale qui va intervenir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Si nous ne faisons rien. Si nous ne faisons rien, c'est ce que j'ai toujours dit. Et aujourd'hui, vous voyez bien, tout le ballet diplomatique auquel on a assisté à Yaoundé, tous les communiqués, les résolutions, venant que ce soit du Parlement européen, que ce soit de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme, et
on nous annonce une réunion au Conseil de sécurité. Le 13 mai prochain. Le 13 mai prochain. Oui. Sur la question humanitaire. Et je vais vous dire une chose. Il ne faut pas que les gens, quand on dit question humanitaire, que les gens aient l'impression que c'est de l'humanitaire pour l'humanitaire. Oui, c'est l'humanitaire, parce qu'il y a des problèmes humanitaires réels et sérieux. Mais je vous informe que c'est la porte d'entrée de l'ONU au Cameroun pour résoudre en profondeur la crise anglophone. Et si l'on y prend garde, ce qui va se passer ne sera pas différent de ce qui s'est passé au Soudan, qui a permis la création de l'État du Soudan du Sud. Quels sont les mécanismes qui Ça, c'est l'une des conséquences possibles. Je commence par les extrêmes. Je commence par les extrêmes. Par les extrêmes, on peut aboutir, après l'humanitaire, à l'interposition et finalement à la possibilité qu'il y ait l'indépendance de la région de ce qu'on appelle Ouest Cameroun ou bien Southern Cameroun. Ça, je commence par les extrêmes. Mais restons maintenant sur la réalité, l'actualité, qui veut qu'il y aura un débat au sein du Conseil de sécurité sur la question humanitaire. Cela va permettre d'ouvrir officiellement un couloir humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que ce couloir-là n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Le gouvernement n'a jamais permis à l'ONU, notamment la coordination de l'ONU qui est au Cameroun, d'aller sur le terrain comme elle le souhaite pour pouvoir régler de manière les questions humanitaires sur le terrain. Après cette rencontre, il y aura une résolution au moins qui va permettre que le gouvernement accepte, qu'il le veuille ou pas, de gré ou contre son gré, un couloir humanitaire qui va permettre à l'ONU d'entrer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour porter secours, pour porter assistance. Et ce sera ouvert à la presse, aux médias. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire à l'aveuglette. On va voir réellement ce que l'assistance humanitaire de l'ONU peut apporter aux citoyens camerounais qui connaissent des difficultés, c'est-à-dire ceux qui vivent encore dans le nord et le sud-ouest et ceux qui sont considérés comme les déplacés. Ça, c'est d'un. De deux, puisque c'est une question qui peut se prolonger après l'humanitaire. Vous savez, quand vous connaissez les autres crises auxquelles on a assisté, où l'ONU était intervenue, où ils ont pu perdurer. Regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo, le pays où il y a près de 20 000 casques bleus. Ils ne sont toujours pas repartis, malgré la décision du président Kabila, qui vient d'ailleurs de quitter le pouvoir, de leur dire, vous pouvez partir maintenant. L'ONU ne part pas. Donc, dès lors que l'ONU décide, en tout cas, décide parce que vous avez été incompétent. Il faut le dire, c'est parce qu'il y a la malgouvernance, c'est parce que les autorités ont été incompétentes à gérer les problèmes de gouvernance dans leur pays que l'ONU est obligée d'intervenir. Pour le moment, le gouvernement camerounais estime qu'il a la maîtrise de la situation et que l'armée mène un travail républicain de défense des droits des populations et qu'elle n'a jamais été mêlée à des exactions à la fois de violation des droits de l'homme ni à des rackets et que toutes les allégations ont suscité des enquêtes et des sanctions ont été prononcées à l'encontre de certains éléments de l'armée camerounaise qui mènent des opérations civiles et militaires afin de redonner confiance aux populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela n'a pas pourtant empêché les États-Unis d'envisager avec le Conseil de sécurité des Nations Unies une réunion informelle sur la situation humanitaire. Serge Soran, sur cette mobilisation des États-Unis, la communauté internationale, autour de ce problème anglophone, après les communiqués, les différentes interpellations, les condamnations des allégations des violations des droits de l'homme et les critiques à l'encontre de la gestion de cette crise, aujourd'hui, c'est une réunion annoncée au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la situation humanitaire au Cameroun. Comment entrevoyez-vous une telle rencontre au sommet des Nations Unies? Bon, je suis d'abord un peu surpris parce que ça a mis trop de temps. Les réunions informelles, normalement, à l'ONU se passent dès qu'il y a un problème quelque part parce que ce sont des sortes de préliminaires où on entend les États pour envisager après en fonction de votre poids sur le plan international et de l'intérêt que vous suscitez. N'oublions pas que les investisseurs américains qui sont derrière le pipeline tchadien ont des gros intérêts chez nous. Donc probablement, moi je pense que c'est la raison principale pour laquelle les États-Unis s'intéressent à ça. Mais j'aimerais que vous me permettiez, quand j'ai posé, je n'ai pas dit tout à l'heure que l'ONU était essentiellement néfaste. J'ai dit qu'il faut se méfier de l'ONU parce qu'elle ne nous a presque pas rendu service. Pourquoi?
ce qu'ils vont faire là. Vous savez, souvent les livraisons des armes aux rebelles se passent dans les convois de l'ONU. Hein. L'ONU est en Centrafrique, je ne crois pas qu'il y ait la paix là-bas, même à Bangui. Il y a la paix à Bangui. L'ONU est en RDC. Même dans leur base, souvent à côté de leur base, on viole les femmes, ils ne font rien. On paye des gens des centaines de millions de dollars par an. Moi, je pense que les Africains doivent faire très attention. Je m'en vais rappeler à Kamgia que le principe de l'autodétermination des peuples, c'était le président Wilson. Et après, lui-même n'a pas signé la charte de la SDN. C'était une manière de dire au peuple, défendez-vous vous-même. Les organismes qui ont été mis en place par ceux qui ont mis en place l'esprit de Berlin, c'est-à-dire piller le reste de la planète, je le répète en mondiovision, pour le bien-être de la civilisation judéo-chrétienne, ne sont pas là pour vos soucis. Je suis désolé. C'est pour ça que je suis souvent gêné quand je vois les Camerounais applaudir quand on leur dit que une organisation internationale s'est saisie de leur cause. Mais c'est une catastrophe. Ça veut dire deux choses. Que vous êtes d'accord qu'entre vous, vous n'avez pas pour faire plier Paul Biya. Ce que nous, à l'UPC, on a refusé de dire. Non, nous, on est capable de faire plier Paul Biya. On est capable de faire plier Paul Biya. Si vous nous abandonnez, là maintenant, on vous dit, OK, allons donc à l'ONU, on verra qui va perdre. Je vous assure que ceux qui sont en train de jouer... Là, ce sera un autre débat. Ceux qui sont en train de jouer là maintenant savent exactement, ils sont même contents que l'ONU arrive. Parce qu'après, vous croyez que quels sont ceux qui vont être en place de pouvoir? C'est les Atangandi que vous voulez gérer. Si l'ONU arrive, c'est eux qui vont rester là. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens et la pression sur le terrain. Pourquoi il n'y a pas une enquête parlementaire? Rien qu'une enquête parlementaire sur la question depuis. C'est bien qu'il y ait cette réunion informelle, parce que très souvent, elle permet de mobiliser tous les acteurs sur les enjeux qui sont même souvent au-delà de la nation concernée. Moi, je vais vous prendre le cas de figure en Afrique, et je voudrais qu'on me cite un seul pays où l'intervention de l'ONU a réglé le problème. Le problème de Bakassi, c'est un problème de droit. L'ONU ne s'est pas mis derrière le Cameroun pour dire qu'il défend les intérêts du Cameroun, c'est faux. On est allé devant une cour de justice et on a gagné. Pourquoi? Parce que les frontières allemandes étaient là. On n'a pas gagné parce qu'on a, comme les Camerounais pensent, on a trafiqué. Il n'y a pas eu de brillant avocat là-bas, on ne plaide pas là-bas, c'est comme au Conseil constitutionnel. Vous apportez vos documents et on les examine. La chose la plus grave qui est en train de se préparer actuellement, je m'en vais encore là, je m'adresse au professeur Missanga Yamdi, peut-être qu'il a une oreille qu'on écoute dans son parti. Cher professeur, nous avançons vers la guerre civile. Le problème là, ce n'est pas seulement les anglophones. Nous, en Grande Sanaga maritime, là, le courant est venu de chez nous, on n'a jamais eu de lumière. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas plaint que ça veut dire qu'il n'y a pas de frustration. Moi aussi, à Yabassi. Et voilà. On a exploité tout votre bois, vous n'avez pas de route. Vous croyez que vos petits frères, vous peut-être vous êtes calme, parce qu'à l'époque, on recrutait les gens sur la place du diplôme à l'appel. Maintenant, ça ne se passe. Vous croyez que ceux qui sont à la rue là vont faire quoi? Moi, je m'amuse souvent à prendre la moto à Douala et à circuler pour écouter les réactions des Camerounais dès qu'il y a un moindre incident. Vous avez l'impression que la ville va s'embraser d'un moment à l'autre. Et le président de la République conseille les Camerounais sur son compte officiel Facebook. Reste à savoir si c'est lui. Qui conseille les Camerounais de ne pas prêter attention aux chants trompeurs des oiseaux de mauvaise augure, ces marchands d'illusions qui n'ont que pour projet de déstabiliser le Cameroun. Cédric, vous m'avez pas permis de conclure. C'est une publication du chef de l'État ce dimanche sur son compte officiel Facebook. Alors, lorsque le président de la République s'exprime ainsi, Serge Soro, pour justement sensibiliser les Camerounais sur la nécessité de se concentrer sur les problèmes internes et de régler ces problèmes entre Camerounais, est-ce que cet appel du président de la République a son sens aujourd'hui dans ce contexte sociopolitique? Vous voulez que je vous réponde sincèrement? Je ne suis pas sûr que c'est le président Paul Biya qui fait ces messages. Nous sommes dans le cas de l'Algérie. Nous avons des gens tapis dans l'ombre qui envoient des messages. Mais je le tiens pour responsable. C'est le président Paul Biya qui a les moyens de résoudre nos problèmes. Mais ce n'est pas lui qui réagit. Alors, parce que ce monsieur depuis 3 ans, qu'est-ce qu'il attend pour s'adresser aux Camerounais? Qu'est-ce qu'il attend? Il avait dit, je me souviens encore de cette phrase parce que le professeur Thomas Melone lui avait répondu, que la conférence nationale, parce que les gens aiment le dialogue, moi je ne suis même plus au niveau du dialogue, il est périmé. Il faut dans ce pays une conférence nationale souveraine qui aboutisse à un gouvernement de transition.
Préparons une transition pour une alternance sans violence. Et pour cela, il faut qu'on s'asseye. Le remaniement que vous voulez là, comment voulez-vous qu'un homme à son âge puisse avoir la lucidité de connaître ceux qui sont encore capables de faire quelque chose? Il n'en a plus la capacité. Il a la bonne volonté. C'est injurieux. Alors, non, c'est pas une injure de reconnaître que votre papa est devenu grand-père. Comment? Voilà. Professeur Messanga Yamding, quand vous avez votre grand-père chez vous, professeur, vraiment, cessons de faire dormir les Camerounais sur les lauriers. Quand vous avez votre grand-père de 95 ans, vous croyez vraiment que vous comptez sur lui pour venir s'asseoir même? Le président a 86 ans. Après, peut-être, pas très bien. Professeur Messanga Yamding, sur justement cette attitude du président de la République, cela fait 3 ans que la crise s'enlise. Le chef de l'État, dans son discours du 31 décembre 2018, a fait savoir que sa préoccupation majeure reste la crise anglophone. Mais les Camerounais s'interrogent au regard des décisions qui sont prises jusqu'ici pour régler ce problème. Absence de dialogue selon la communauté internationale, des mesures de saupoudrage selon l'opposition concernant les mesures visant à répondre aux préoccupations des populations des régions anglophones, à l'heure où le Conseil de sécurité des Nations Unies souhaite se pencher sur la situation humanitaire. Que doit faire le président de la République du Cameroun pour mettre un terme à cette crise anglophone? Non, je pense que pour mettre un terme à cette crise, ce que j'ai appelé le projet présidentiel, il doit être mis en œuvre. N'oubliez pas que nous sommes sortis d'une campagne présidentielle très difficile. Mais sur le fond, le président Paul Biya était porteur de 2 grands projets. 1, les problèmes de sécurité. Et 2, il faut le rappeler, la décentralisation. C'est nous qui soutenons le président de la République. Nous devons commencer par nous poser la question de savoir, 35 ans après, est-ce que le cap tracé par notre chef, notre maître, a été mis en œuvre? La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique. À partir de là, nous allons comprendre que ce qu'il a dit a été détourné par certaines personnes. Prenez le cas de la décentralisation. Mais alors, même ce projet de la décentralisation, sincèrement, il n'est pas bon. Sur plusieurs aspects. Si moi, qui suis son collaborateur politique, en tant que membre du comité central, je ne le dis pas, qui va le dire? Si ses collaborateurs administratifs ne le lui disent pas, qui va le dire? Deuxième et dernier point. Aux Nations Unies, le chef, le maître Paul Biya, a dit, nous sommes les mandants de la paix. Mais alors, comment comprendre que quand le chef dit, je suis un mandant de la paix, c'est les 2 principaux piliers qui sont censés mettre en œuvre la mendicité de la paix sont 1, le gouvernement, sur la question anglophone. Ça veut dire que, allons jouer aux mendiants, mettons-nous à genoux, faisons-nous tout petits avec cette campagne politique. Mais là encore, on tergiverse. Je ne reviens pas sur l'affaire du dialogue exclusif. Le deuxième pilier qui le soutient, c'est le secrétariat général. Des dormeurs. Je vous dis des dormeurs, des menteurs, des voleurs. Vous ne pouvez pas. Laissez-moi accuser monsieur que je la République de voleurs. Non, je parle de secrétaire. Je vous parle des membres du secrétariat général de mon parti. Que le président doit très vite virer. Vous me dites quelles sont les solutions. Je vous les donne. Je suis dedans. Vous me dites non, je suis. Quand on parle du secrétariat général, c'est le gouvernement. Je vous dis que ces gens ont vendu des places à la députation pour être maire. Ces gens ont vendu des places pour que certains soient des conseillers municipaux. Ces gens s'apprêtent à faire la grande kleptomanie dans les investitures à l'échelle régionale. Vous voulez que j'aide le président Paul Biya comment si je ne vous le dis pas? Je vous dis bien des bandits. Très très vite, ils ont roulé M. Nkwete. Ils n'ont même pas pu dire au premier ministre Nkwete que à Tchang dans ton village, tu allais perdre l'élection présidentielle. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Je suis un homme politique accompli. Ça ne me fait pas plaisir de voir que des enfants comme les Cabra Libi que j'ai encadrés et les autres, on les prenne pour des grands hommes politiques alors que nous sommes là. Non, pour terminer, M. Cédric, votre question est pertinente. Ceux qui nous écoutent actuellement dans les plateaux, à Nubel, à Douala, à Yabassi, en Konsamba, les Camerounais souffrent
beaucoup plus que les gens n'en parlent au président. Faut-il ce Les gouvernement de Camerounais- transition les Camerounais se sont évoqué énormément- ici par Serge Soron Je ne dirais aller pas. vers une Alors- conférence souveraine nationale Non, pour- et un gouvernement de transition Non, pour qu'il y ait un sang neuf à la tête de l'État? Pour vous répondre fortement, je pense que un dialogue inclusif rendrait le président Paul Biya fort. D'ailleurs, il faut le rappeler, on ne l'a pas dit sur ce plateau. C'est le président de la République qui fait venir et qui invite Madame Bachelet. C'est un monsieur propre. Sauf que chaque fois qu'il amène des personnes, voir ce qui se passe. Chaque fois qu'il trace le cap, je vous assure, vous avez des gens au comité central, à la présidence de la République. Mais écoutez, Dieu merci, je termine sur les tweets. De grâce, saluons ce qui se passe aujourd'hui par le nouveau directeur de cabinet civil qui veille, qui regarde. Je peux vous dire ici, en tant que collaborateur politique du chef de l'État, que j'ai été témoin. J'ai été témoin, ça pouvait être secret, et je ne peux pas mentir, d'une préparation d'un tweet instruit par le président. Non, je vous dis bien instruit. Paul Biya est un homme lucide. On l'a vu avec Michel Bachelet, qui mieux que quiconque a souffert, parce que Madame Bachelet, rappelons-le à vos téléspectateurs, son père, le général Bachelet, avait été mis en prison par Pinochet. Et qui a mis Pinochet en place? Ce sont ces mêmes Américains qui veulent venir ici. Parce qu'ils ont tué Salvador Allende. Méfions-nous. Effectivement, nous sommes tous d'accord là-dessus. Après vous... Nous sommes tous d'accord que si nous ne faisons rien pour éteindre le feu dans notre maison, eh ben, je reconnais que le président, parce que comme je l'ai dit, la courbe est décroissante. Hein. Tout à fait. En termes de détérioration, elle est à 40%. Et moi, je dis que si elle arrive à 20%, Paul Biya peut perdre son pouvoir. Moi, je vais plus loin que vous. Je vous dis que les gens autour du président ne veulent pas lui dire ce que nous risquons. Parce que moi, je soutiens le président Paul Biya et je suis prêt à partir avec lui, malgré ses conseils d'anticipation. Mais je voudrais vous dire que si le président à qui le peuple a fait confiance, parce que c'est lui le président élu et non Kamto, ne fait rien, je voudrais vous dire que le président peut perdre ce pouvoir parce que la stratégie de l'ONU, c'est de venir ici et de mettre éventuellement en place un gouvernement de transition. Et pour preuve, je vous cite M. Peter Nagy Tibor, qui est le sous-secrétaire d'État américain, des affaires africaines. Vous comprenez? Et tout ce qui se passe, à l'intérieur comme à l'extérieur, moi je vais vous dire la vérité. C'est pour faire partir le président Paul Biya. Puisque nous voulons que c'est Paul votre Biya, point de vue. ce n'est pas mon point de vue, c'est l'analyse. Mais je pense que permettez on maintenant, peut encore professeur sauver Msanga la Nyamding, paix dans ce pays. professeur avec Msanga un dialogue Nyamding, inclusif. permettez maintenant à d'autres panélistes Oui, de je l'entends. réagir. Angèle Il faut Bert, un dialogue inclusif. le bon d'Achua, sur l'enjeu de sauver le Cameroun, de préserver cette cohésion nationale, cette unité nationale qui va être célébrée dans 2 semaines, dans un contexte où il y a des fissures qui se dessinent sur ce ciment, le ciment de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Comment sauver le Cameroun dans ce contexte politique très tendu, avec cette fébrilité qui a été décriée ici sur ce plateau? Je voudrais d'abord saluer le génie de M. Msanga Nyamding, qui arrive à démontrer que le président Paul Biya est responsable de tout et de rien. Quand on parle d'un ministre, c'est des bandits. Secrétariat général, c'est des bandits. Le secrétariat du parti. Oui, tout à l'heure, il y avait aussi un ministre. Ça, c'est vous qui vous engagez. Moi, je ne considère pas pour les oui, c'est ce que vous avez dit. Les ministres bandits sont en prison. Je pense qu'on ne peut pas être chef d'État, avoir d'aussi mauvais collaborateurs sans être également mauvais. Pour moi, c'est clair. Si on a de mauvais collaborateurs, c'est parce qu'on est mauvais. Il n'y a pas une autre explication à cela. Alors, tout à l'heure, la question, c'était de savoir comment sauver la cohésion nationale. Vous savez, M. Noufele, vous n'allez peut-être pas le croire, mais dans ce Cameroun et dans nos commissariats, vous pouvez aller le vérifier. On est encore à demander, lors de votre identification, votre ethnie. Vous pouvez aller vérifier dans tous les commissariats. Nous sommes en plein 2019 au Cameroun. À quoi ça sert l'ethnie sur une carte nationale d'identité? Ça ne s'affiche peut-être pas,
Mais ça reste dans les fiches de la police. À quoi ça nous sert en 2019 que l'État aujourd'hui soit encore à savoir qui est Bamileke, qui est Betty, qui est Bassa, qui est Yabassi? Le mal vient de là. Le mal vient de là. On a un gouvernement aujourd'hui, on a un État qui est devenu tribal. C'est ça la vérité. Et cet État-là ne veut faire aucun effort. On est dans un pays où le tribalisme n'est pas pénalisé. Vous vous rendez compte? Vous rentrez dans un ministère, du niveau 1 jusqu'au 14e étage, on parle la même langue. Il n'y a personne pour taper le poing sur la table en disant « Nous sommes en République ». On ne peut pas accepter ça dans une République. Le mal vient de là. Donc l'État aujourd'hui doit pouvoir prendre ses responsabilités, mettre sur pied un véritable vivre ensemble, ce que M. Biya n'a pas pu faire depuis 36 ans. Il faut aujourd'hui repenser l'État, remettre les Camerounais ensemble pour qu'enfin le Cameroun échappe à la si je peux appeler ça la rwandarisation qui est en cours. Le chef de l'État a réagi par rapport à ce problème de tribalisme sur son compte officiel Facebook. Paul Biya estime que chaque groupe ethnique a sa place au sein de la nation. Chaque ethnie a quelque chose à apporter dans l'édification du Cameroun. Cela fait notre force, fait savoir le chef de l'État. C'est le ferment de l'unité du Cameroun. C'est de beaux discours, c'est de beaux discours. Tout le monde comprend et tout le monde... Je veux dire, nous ne vivons pas au Tchad. Nous ne vivons pas au Tchad. Je n'ai pas envie d'attiser la haine tribale ici en parlant de certains actes de nomination du président Biya. Mais nous ne vivons pas au Tchad. Il ne peut pas se limiter à nous faire de beaux discours et dans la pratique, on se rend compte du contraire. De qui se moque-t-on? Monsieur Messanga Nyamdik est là, il sait. Moi, je ne sais pas. Non, je pense que ça c'est de beaux discours. Non, de quoi? Ça c'est de beaux discours. Ça c'est de beaux discours. Monsieur Biya au quotidien vous dira oui, le secrétaire général du LDPC c'est un Bamileke. Voilà, oui, son directeur, le président du Sénat est ceci. Non mais c'est honnêtement, c'est banal. Je vais rester poli sur ce plateau. Non, messieurs, c'est de la poudre aux yeux tout ça. Nos différences ne doivent pas nous éloigner les uns des autres, s'exprime ainsi le président de la République sur son compte officiel Facebook. Elles doivent nous rapprocher, nous devons en tirer le meilleur parti pour la patrie camerounaise, s'exprime ainsi Paul Biya. Quel commentaire faites-vous, Edmond Kambia, sur les propos du chef de l'État au moment où il y a cette montée du tribalisme et des discours de haine? Le chef de l'État qui rappelle que chaque ethnie contribue à l'édification du Cameroun. C'est là le ferment de l'unité du pays. Quel est votre commentaire? Ce que dit le chef de l'État est un... En fait, c'est ce qu'un chef doit dire. C'est ce qu'un berger doit dire. Tout à fait. Mais le drame, c'est que dans la réalité, c'est autre chose qui se passe et qui malheureusement n'est pas sanctionné. Et c'est là qu'il y a un hiatus. Il faudrait que lorsqu'ils le disent, qu'on l'applique tout de suite. Qu'on l'applique tout de suite. Que ceux qui posent des actes contraires soient immédiatement sanctionnés. Et ce n'est pas le cas malheureusement depuis des décennies dans ce pays. Et je passerai pas à côté pour vous dire que la réalité sur le terrain est triste. Il y a un discours de haine qui règne au Cameroun, qui a été exacerbé au niveau du tribalisme. Il y a un tribalisme d'État au Cameroun. Depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, cela s'est amplifié. On a le sentiment qu'il y a un tribalisme d'État dans ce pays. Où lorsque vous appartenez, lorsque vous êtes d'une origine, que je ne vais pas citer ici, mais lorsque vous prenez des positions, vous critiquez le gouvernement, on dit « Ah, vous êtes opposant ». Parfois, c'est votre nom qui fait de vous un opposant. C'est-à-dire que dès qu'on voit votre nom, on ne vous écoute même pas parler, on dit vous êtes un opposant parce que vous appelez tel. Et je vous assure, ce discours de haine s'est tellement amplifié que que nous observons dans certains médias, y compris dans certaines télévisions, des gens qui sont supposés être des éclaireurs. Et certains intellectuels même. Des gens qui sont supposés être intellectuels, qui sont censés éclairer, qui sont censés être des consultants, mais qui prennent des positions qui font peur. Qui sont des directeurs de la Comment donc renforcer cette cohésion? Qui font peur à la cohésion sociale. Comment renforcer la cohésion sociale aujourd'hui, aujourd'hui, Edmond Kambia, au moment où
le Cameroun est à la croisée des chemins. Comment renforcer cette cohésion sociale? La première chose, et je le disais tantôt, c'est qu'il faut sanctionner. Mais le mécanisme de sanction doit passer par une procédure que j'appelle la procédure législative. Il est important que nous ayons, que nos parlementaires, sénateurs et députés puissent faire une proposition de loi, même comme ça ne passe pas dans ce pays. Rarement les propositions de loi, c'est-à-dire les propositions initiées par les députés ou les parlementaires passent, c'est toujours des projets de loi. Mais même si c'est un projet de loi, il faudrait que nous ayons au Cameroun un projet de loi qui sanctionne le tribalisme. Et là, nous aurons la preuve que le tribalisme d'État que nous observons sur le terrain va diminuer. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est sur le plan de l'éducation. Regardez ce qui se passe dans nos écoles. On a vu le lycée de Deido et dans d'autres établissements, comment les enfants, ils s'en foutent. Un enfant exclu vient avec un couteau, un poignard, il tue son camarade de classe sans vergogne. Et on voit Madame la ministre des enseignements secondaires arriver plus d'une semaine après. C'est-à-dire qu'il y avait des choses plus importantes que la vie de cet enfant. Alors qu'elle est ministre des enseignements secondaires. Et j'en profite pour apprécier l'attitude, la rapidité, la diligence qu'a eu le ministre de la Santé par rapport à la situation du lycée de Deido et des médecins, des infirmières qui ont diffusé des images sur le net. C'était une chose qu'il ne faut pas voir. Je disais donc sur le plan de l'éducation, il est important que nos ouvrages mettent l'accent sur la morale et combattent le tribalisme à travers des cours, des enseignements qui apprennent aux enfants qu'on est tous compatriotes, on est des citoyens. C'est-à-dire qu'il faut renforcer la citoyenneté au niveau le plus bas, de la maternelle jusqu'à l'université. Comment tirer profit de nos différences pour contribuer à l'édification d'une patrie, d'un véritable Cameroun? Avec vous, Maître Lavoisier et Tsapi, alors que le chef de l'État estime qu'il faut renforcer le ferment de l'unité nationale. Nos différences ne doivent pas nous éloigner, mais plutôt nous rapprocher. On doit en tirer meilleur profit pour construire une patrie, une nation véritablement démocratique. Que faut-il faire? Bien, je suis étonné par ce discours. Parce que le président Biya, quand il hérite du Cameroun, il y a une unité que les Camerounais acceptent et qui se met en place. Dans la dictature. Parce que Ahidjo, après la dictature, a quand même réussi à mettre sur pied un État moderne. Les postes essentiels dans le gouvernement n'étaient pas monopolisés par une tribu. C'était partagé. J'ai sur moi le résultat de l'ENAM, section magistrature, promotion 2014. Sur 50 admis, un seul ressortissant de l'Ouest. Et vous savez que le professeur Joseph Oona, ministre de son État, ministre de la République, prend une lettre circulaire pour dire que dans les concours administratifs, l'origine ethnique du candidat doit être déterminée par l'origine ethnique de son père. Parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des Bamileke qui s'appelaient Atangana. Il y avait des Bamileke qui s'appelaient Abbé Solo. Et Joseph, on a pour dire que pour que ça ne crée pas de confusion. On ne fera pas de fixation sur une communauté précise, je vous en prie. Non, c'est important de le dire. Le problème au Cameroun, c'est quoi? Le problème de la gouvernance dans notre pays, c'est que cette communauté ici. Certaines personnes, s'il vous plaît, certaines personnes d'une certaine aire géographique estiment qu'ils ont leur pouvoir et que personne ne doit leur arracher ce pouvoir. Je veux donc dire que le discours de M. Paul Biya est un discours trompeur. C'est un discours pour faire la diversion. 36 années de gouvernance de ce monsieur, c'est 36 années de destruction de l'unité de notre pays. Ah ouais. C'est 36 années de destruction du vivre ensemble des Camerounais. Ah ouais. Lorsque mon frère du MRC vous dit que vous allez à Yaoundé, vous prenez un ascenseur du 1er au 8e niveau, vous entendez un seul patois. C'est pas faux. À l'Ouest, je vis cet exemple-là. Et on ne va pas vous dire que venez vivre ensemble lorsque sur le plan pratique, on fait le contraire. J'ai dit que Paul Biya a échoué. Et le seul bien que Paul Biya peut faire aux Camerounais, c'est partir. Si ce monsieur quitte le pouvoir aujourd'hui, je crois qu'il aura donné la chance à notre pays de se redresser. Après vous mettre la voix de Sapi, Serge Soro, comment on construit cette cohésion sociale, ce vivre ensemble qui aujourd'hui
se fissure avec les multiples crises que traverse le Cameroun? Vous savez, on ne peut pas construire dans le déni et le mensonge. Le Cameroun est fille de la dynamique d'unité nationale depuis nos premiers contacts avec l'esprit de Berlin. Et depuis les premiers traités, les peuples sous domination allemande ont commencé à dire qu'on va construire ensemble. Comme on nous a imposé cet espace appelé Cameroun, mettons-nous ensemble pour le construire. Mais respectons-nous. Il ne faut pas. Moi, souvent, je n'aime pas ce débat qui rentre dans les méandres d'une explication souvent dangereuse. Parce que si on regarde très bien tous les chiffres donnés, je ne suis pas sûr que ceux qui veulent se victimiser seront les plus victimes. Il y a une mauvaise gestion. Le colon a voulu diviser pour régner. Et malheureusement, quel que soit le bord qu'on prend de la classe gouvernante, je les appelle la tribu des gouvernants, ils sont de toutes les ethnies du Cameroun. Tout à fait. Ils sont de toutes les ethnies du Cameroun. Allez regarder les nominations de l'ancienne électricité du Cameroun et du ministère de l'énergie de Niat. Vous allez voir comment ils s'étaient dirigés. Ou allez regarder la faculté de droit lorsque quand tu étais... Donc, je m'avais vous non, dire c'est que... vrai. Sur 20 qui allaient en Messieurs, 25 étaient pas de débat sur une communauté précise. On s'intéresse au problème de fond. Comment on sort de cette affaire de tribalisme? La première chose, c'était très bien comme Maître Lavoisier a dit, mais il n'est pas allé au bout. C'est qu'il faut qu'on s'asseye pour nettoyer nos textes. On ne peut pas... Vous savez ce qui fait le plus mal aux institutions du Cameroun? C'est cette superposition des monarchies culturelles sur la République. Allez regarder comment ça se passe. Souvent, on vous dit qu'après la réunion, a dit que même des camarades que vous avez dans le parti, ils viennent vous dire que dans leur aire géographique, tout à fait, comme ils ne peuvent rien contre le chef, on a décidé que... Moi, j'ai des amis qui m'avaient appelé pour dire que j'espère vous irez à la campagne de Cabral, parce que pour eux, c'était automatique. Que comme Cabral est Bassa, et que je suis Bassa, et que l'UPC n'a pas de candidat, il était automatique que je m'alliasse derrière Cabral. Parce que eux, ils s'étaient alignés. Je vous le conseille, parce que... Messieurs, je vous en prie. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce sont les Bassas qui ont voté pour Cabral. On va les Bamileke, même vous les Bassas, vous n'avez voté que pour Cabral. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. De stigmatisation. Non. Je vais vous dire que je ne suis pas sur la tribune. Attendez, sur les principes. Serge Sora et M. Sanga Nyamdi, je vous donne les principes. Non, nous avons compris. Pas de stigmatisation on ne d'une communauté quelconque. Je voulais lui dire Quel que que soit le choix des Camerounais, aussi. sur le débat de fond, comment on sort de cette affaire du tribalisme? Il y a premier, il y a deuxième, et Ezeka. Ezeka, il a même battu le président de la M. Sanga Nyamdi, restons sur comment on sort de cette affaire. La question m'avait déjà été posée à une émission, à l'époque c'était l'émission de Charles Ndongo, et je lui avais montré, comme on a dit, sur les passerelles de l'éducation. Nous avons un système éducatif qui ne construit pas un homme camerounais. C'est-à-dire que quand un Camerounais a son bac, en réalité il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas ce que c'est que la nation. Il n'est pas citoyen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bien qui lui ait rendu service de telle manière qu'il s'engage à le défendre où qu'il se trouve sur la République. Il faut donc reconstruire le système éducatif camerounais. Deuxième chose, il faut des réformes profondes, que ce soit sur le plan économique par exemple, sur le problème foncier. Il faut les gérer. Troisième chose, ne nous trompons pas, même dans les pays qui semblent ne pas avoir des groupes, il faut certes transcender nos différences, mais il ne faut pas les ignorer pour les préserver. Il faut les préserver parce que les frustrations nées de certaines négligences de nos composantes ethniques peuvent provoquer les effets boomerang. C'est ce qui explique ce que le professeur Sanga voulait dire. Moi, je fais confiance au Cameroun. Nous sommes filles de l'unité nationale et c'est la gestion, la mauvaise gestion de la nation, du régime Ahidjo Biya qui est le même pour moi. Cher maître, c'est la même chose. C'est l'arbre qu'Ahidjo a planté qui commence à donner les fruits que nous avons là. Il n'a rien fait de bon pour ce pays. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci Edmond Kambia d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, professeur Msanga Nyamding, d'être venu ce dimanche sur ce plateau. Merci Edmond. Merci également à Lebon Dachua d'avoir été présent. Merci à Serge Sora. Merci également à vous, Maître Lavoisier Sapi, d'avoir fait le déplacement depuis Bafoussam pour être à Douala avec nous. Messieurs, merci d'avoir suivi Droit de réponse. Merci de rester sur Equinox Télévision.